Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir la cartographie des risques au sein d'une entreprise. Dans une première partie, nous allons faire une approche plutôt théorique, les grands principes, les grandes étapes de réalisation d'une cartographie des risques. Et dans une seconde partie, je vous présenterai mon écran pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et comment on peut utiliser ce type d'outil dans la stratégie de gestion des risques. La cartographie des risques dans une entreprise. Cartographier les différents risques d'une entreprise, c'est réaliser une carte synthétique des risques qui sont liés aux différents processus ou activités que l'on peut retrouver dans cette entreprise. Parmi les activités, on peut noter les activités marketing, les activités de production, les activités comptables, les activités ressources humaines ou encore activités logistiques. Toutes ces activités que je viens de citer présentent des risques qui sont propres. Un processus est un ensemble d'activités qui transforment des entrées en sorties. Selon sa taille, les moyens dont elle dispose, son organisation, son secteur, sa spécialité, les processus d'une entreprise lui sont propres. Dans cet épisode, on va s'intéresser ici particulièrement au domaine comptabilité des entreprises. Dans certaines entreprises, les processus ou l'ensemble des activités qui vont contribuer directement à publier les comptes annuels vont regrouper, par exemple, la gestion du système de production comptable, c'est-à-dire les outils, les logiciels et les applicatifs utilisés pour pouvoir produire les comptes. Ça va également regrouper la gestion des normes ou les méthodes comptables à appliquer. Ça va également regrouper la gestion de la production des comptes, c'est-à-dire qui fait quoi dans quel service, quels sont les spécialistes, les experts. Et ça va également regrouper la gestion de la production des liasses fiscales, c'est-à-dire qui fait quoi, par qui envoie les états réglementaires. Toutes ces activités que je viens de citer vont transformer des informations à la base économique, telles que des productions, des ventes, des prestations de services qui représentent des entrées en sortie qui seront des états financiers qui vont traduire ces opérations, telles que le bilan, le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales. Quels sont les fondements de cette cartographie des risques exactement? Dans le secteur financier en particulier, les banques sont obligées de cartographier leur processus par catégorie de risque. Par exemple, risque opérationnel, risque de crédit ou risque de marché doivent être absolument cartographiés. Quelles sont les responsabilités, ou du moins, qui sont les responsables? Réaliser cette cartographie dans les banques est sous la responsabilité des gestionnaires des risques, des contrôleurs internes qui vont impliquer les responsables des directions opérationnelles, puisque ces responsables sont proches du terrain et ils sont les plus doués pour évaluer l'exposition en temps réel des processus de production comptable et de publication des comptes annuels. C'est eux qui sont sur le terrain, donc c'est eux qui sont capables de dire, pour mon processus de déclaration des liasses fiscales, est-ce que c'est risqué ou non? Mon logiciel qui me permet de produire les comptes, est-ce qu'il y a des risques d'erreur, de plantage, ou encore pour la norme IFRS telle ou telle, est-ce que je suis en risque du fait que je n'ai pas suffisamment d'experts, j'ai des absents, ou encore est-ce que j'ai les équipes qu'il me faut? La cartographie des risques peut se résumer comme étant un tableau de bord qui est destiné à la direction générale de l'entité qui va prendre des décisions en fonction des zones de risque identifiées. Elle va permettre au management de l'entreprise d'identifier les risques dont ils sont responsables et de décider des actions à mener pour maîtriser les risques. En termes de décision, l'entreprise peut, en fonction du risque qu'elle identifie, soit assumer, soit elle peut l'éviter, soit elle peut prévenir le risque. Elle peut également l'atténuer, c'est-à-dire réduire l'impact, ou encore, si elle ne veut pas se prendre la tête, elle peut tout simplement transférer le risque au sein d'une assurance. Quelle est la démarche du coup pour réaliser une cartographie des risques comptables? Concevoir une cartographie des risques comptables va se dérouler en 4 étapes. Encore une fois, ces 4 étapes vont être sous la supervision des gestionnaires de risques, des contrôleurs internes ou encore des auditeurs. La première étape, ça va être analyser les processus. Analyser les processus, ça veut dire formaliser et décrire les différents processus comptables pour un service. Comme processus, par exemple, on va avoir la gestion du système de production comptable, c'est-à-dire quels sont les outils, quels sont les logiciels et quels sont les applicatifs dont on dispose actuellement et est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là. Ça va être, par exemple, la gestion des normes et des méthodes comptables à appliquer. Quel est le risque à ce niveau-là? Est-ce que j'ai suffisamment d'experts? Est-ce que je dois recruter? Est-ce que tout le monde est calé pour publier les normes telles qu'il se doit, selon les normes IFRS, les normes comptables?
Il va également avoir comme processus la gestion de la production des comptes, qui fait quoi, qui sont les spécialistes pour produire les comptes sociaux, les comptes consolidés. Il va avoir également comme processus la gestion de la production des liasses fiscales. Qui fait quoi, par qui déclare à qui, où, comment et à quelle date. Cette première étape, analyse des processus, il va s'agir de décrire et détailler les différentes étapes de chaque processus. Les informations qui entrent, donc les ventes, les prestations, et les informations sortantes, les destinataires, les traitements de données. Étape numéro 2, une fois qu'on a analysé les processus, il faut qu'on analyse les risques liés au processus. L'objectif ici, ça va être d'identifier les facteurs de risque pour chaque état des processus, identifier les événements de risque, évaluer pour chaque processus recensé les facteurs de risque associés, évaluer la criticité du risque selon son impact et sa fréquence de réalisation, et enfin, évaluer le risque brut. Par exemple, concrètement, sur le processus de production des comptes sociaux, il va falloir évaluer le risque brut. Quels sont les événements rattachés à ce processus de production des comptes sociaux? Quel est le risque qu'il y ait des erreurs sur cette production des comptes sociaux? Est-ce que le risque brut est fort? Est-ce qu'il est faible? Quels sont les événements qui traduisent que ce risque est fort, faible? Et une fois qu'on a analysé les risques, étape 3, il va falloir identifier le niveau de maîtrise des risques. Ça veut dire décrire les contrôles existants pour chaque processus, évaluer si les contrôles existants sont bien appropriés, évaluer le niveau de maîtrise des risques sur la base des contrôles existants et des procédures. Concrètement, si je prends le processus de déclaration des liasses fiscales, il va falloir que j'identifie tous les événements de risque associés. Quel est le risque d'erreur sur la déclaration des liasses fiscales? Et une fois que j'ai identifié ces risques, quel est le niveau de maîtrise des risques? C'est-à-dire, pour pallier à ces erreurs-là, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont mis en place pour éviter les erreurs de déclaration? Est-ce qu'il y a des modes opératoires? Est-ce qu'il y a un dispositif qui permet finalement de fiabiliser ces liasses fiscales? C'est ça qui va nous amener à la quatrième étape. Donc, une fois qu'on aura identifié les processus, les événements de risque liés à ces processus, il va falloir en étape 4 faire une synthèse de l'analyse, c'est-à-dire analyser le risque résiduel sur un processus donné. On a le processus de déclaration des liasses fiscales. Est-ce que ce processus a un risque d'erreur fort? Et quel est le niveau de maîtrise des risques? Qu'est-ce qu'on a mis en place finalement pour qu'il n'y ait pas trop d'erreurs ou alors qu'il n'y en ait pas du tout lorsqu'on enverra les liasses à l'administration fiscale? L'ensemble de ces événements va donner ce qu'on appelle un risque résiduel. Donc, compte tenu de l'ensemble des choses qu'on a mis en place pour éviter les erreurs, est-ce que finalement le risque résiduel est fort? Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est nul? Si jamais il est fort, il va falloir définir des plans d'action pour améliorer le niveau de risque résiduel si jamais il n'est pas satisfaisant. Et il va falloir affecter ces plans d'action à un responsable qui va les mettre en œuvre selon un délai bien précis. Un risque résiduel non satisfaisant peut donner lieu à l'organisation d'une mission sur place et sur pièce sur le processus concerné. Ça veut dire que par exemple sur le processus de déclaration fiscale, si le risque résiduel est jugé très fort, les auditeurs ou les contrôleurs internes peuvent être amenés à réaliser une mission vraiment pointue pour savoir quelles sont les défaillances et être amenés également à émettre des recommandations. On va passer derrière mon écran afin que vous ayez une idée et en prenant des exemples concrets.